Bonjour à tous, bienvenue dans les Conversations du Tigre, le podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler yoga, nous allons parler médecine, épigénétique, résilience et je suis très heureuse de recevoir Michel Simès à la Maison du Tigre. Bonjour. Bonjour Michel, bienvenue. Merci, j'aurais bien aimé parler yoga, mais j'ai pas grand-chose à vous en dire. Mais le prochain peut-être. Peut-être, ouais. Alors, à l'occasion de la sortie de ton livre « Rien n'est impossible, mon histoire pourrait être la vôtre », sorti chez Stock début octobre, est-ce qu'on voit bien ? On voit bien. Tu as accepté cette invitation et j'étais très heureuse parce qu'il y a beaucoup de sujets qui intéressent la communauté yogi, notamment sur les nouvelles médecines. Le magazine de la santé, Allô Docteur, Comment ça va bien, Club Santé Débat, Dr Good, Hippocrate aux enfers, les pouvoirs extraordinaires du corps humain, ça va beaucoup mieux, une année en pleine forme. Je peux dire que tu es partout, Michel. Écrivain, chroniqueur, rencontres, magazines, livres, almanach. Tu es aussi à l'aise sur les plateaux télé que derrière le micro d'une chaîne de radio ou d'un podcast pour évangéliser inlassablement sur la santé. Tu es membre fondateur de l'association humanitaire La Chaîne de l'Espoir et ton credo, si je peux le résumer ainsi, est comment prendre soin du seul capital unique et fragile dont nous ayons la chance d'être 100% propriétaires, notre corps. Oui, et je pense que il y a, et merci le Covid pour ça, c'est que les gens se sont rendus compte que finalement, on était maître de son propre corps, bien évidemment, mais que, je vais employer quelque chose d'assez idiot, mais que pour pas tomber malade, il faut être en bonne santé. Et qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui qu'il faut prendre soin de soi. Et c'est marrant cette phrase qu'on prononçait à chaque fois qu'on téléphonait à quelqu'un pendant le confinement ou à la fin des SMS, prenez soin de vous, prends soin de toi, a pris toute sa signification. Et avec le Covid, on s'est rendu compte, et les Français se sont rendus compte que finalement, il fallait pas attendre que la médecine prenne soin de vous, mais qu'il fallait commencer par prendre soin de soi-même. C'est drôle que tu dis ça, parce que je crois que j'ai signé tous mes éditos pendant 1 an par « Prenez soin de vous ». Bah ouais, et j'avais même appelé une émission comme ça. Alors, tu écris « En embrassant la carrière médicale, je décide de relever un défi dont je sais qu'il se soldera par de réconfortants succès, mais aussi de cuisants échecs. J'en accepte l'augure. Des échecs dont il me restera la conscience d'en avoir été le témoin direct, parfois l'acteur impuissant, systématiquement l'homme privilégié. Oui, privilégié, car ces épreuves, quoi qu'on en dise, endurcissent, construisent, épaississent, rassurent sur sa capacité à encaisser, rendent l'ordinaire extraordinaire jusqu'à vous griser de vous sentir utile à la collectivité. » C'était un sacerdoce, la médecine, pour toi ? Ça a été... Déjà, j'ai pas mal d'intervieweurs qui me parlent de ma vocation. C'était pas une vocation. Voilà, c'était pas une vocation, sacerdoce sûrement, parce que ça va, j'ai pas dit vocation. Non, mais j'ai vu que tu le pensais très fort. Mais non, en fait, oui, la médecine c'est déjà compliqué en temps normal. Donc pour un type comme moi qui a des résultats scolaires catastrophiques, qui foire sa 6e en la redoublant, qui foire son bac en le redoublant et qui s'inscrit dans la fac de médecine la plus difficile en France. Voilà, je pouvais pas faire plus compliqué, quoi. Si j'avais voulu, je sais qu'on va reparler tout à l'heure d'un certain nombre de tests, mais si j'avais voulu me donner le défi le plus difficile possible, ce que les psys appellent l'effet Everest, j'aurais choisi de faire médecine. Ouais. Et c'est ce que j'ai choisi. Comme moi, j'aurais choisi de faire comptable, quoi. Voilà, mais je l'ai pas exactement. Choisi. Alors, tu es devenu, je te cite, sans l'avoir demandé, le médecin préféré des Français, ce qui, selon toi, ne veut rien dire. Bah non, ça veut rien dire. Ton médecin préféré, c'est ton médecin traitant. Donc, ouais, mais je t'aime bien aussi. Non, tu m'aimes bien, mais je suis pas ton préféré. Non. Voilà. Tout en restant attentif à ton devoir pédagogique et scrupuleux sur le plan déontologique. Ces qualités humaines-là, pour ouvrir ton sacerdoce, tu les avais déjà ? Oui. J'avais... Franchement, je crois franchement que j'ai été fait pour la médecine. Probablement pas pour faire le travail qu'on me demandait de faire pour passer mon concours, etc. Parce que ça a été vraiment très compliqué. Mais j'avais, je crois, les qualités humaines, l'empathie,
qui sont, à mon avis, enfin, je veux dire, c'est la base de la médecine, c'est l'empathie. Je crois qu'il faudra le rappeler à quelques-uns de mes confrères aussi. Mais je crois que j'avais ça en moi. Et qu'ensuite je l'ai appliqué en médecine. Parce que je dis pas que j'étais le meilleur médecin du monde, je dis pas que j'étais le meilleur ORL du monde, mais je crois que mes patients m'appréciaient au moins pour mon côté humain. Cette altérité. Alors justement, tu as choisi la sphère ORL que tu as donc traitée pendant de longues années. Et j'ai eu envie de consulter la médecine chinoise pour connaître la symbolique de ce choix. Tu me fais peur. Ouais, je peux te faire peur. Alors, est-ce que tu savais que le poumon permet la diffusion de l'énergie? Il expulse l'impur, aspire le pur et est considéré comme le maître du chi en médecine chinoise, c'est-à-dire l'énergie, ce qu'on connaît nous chez les yogis sous le nom de prana. Le poumon est lié à la vie et l'impulsion de vie. C'est le premier organe à se mettre en route à la naissance, mais on dit aussi qu'il abrite l'un, H-U-N, c'est-à-dire l'incarnation, la pensée créatrice. Un poumon fort, c'est une voix forte et affirmée. D'ailleurs, le poumon est le seul organe qui nous relie au monde extérieur. Son émotion associée est la mélancolie, la tristesse, et la saison qui lui est associée d'ailleurs est l'automne. Et quand j'ai étudié ton parcours et ta vie, je t'ai considéré comme un porte-voix de la médecine et un trait d'union finalement pour beaucoup de gens entre la médecine et eux en tant qu'hommes. Et je me suis dit que cette spécialité n'était pas anodine. Moi, alors d'abord, je vais rectifier une chose, si je peux me permettre, c'est que le poumon n'est pas le seul organe qui soit en contact avec l'extérieur. La peau est considérée comme un organe. Ah oui, c'est vrai. Elle est considérée comme un organe. Et même le deuxième cerveau en médecine chinoise. Voilà. Et donc, la peau aussi. Tu peux devenir dermato, du coup. Non, alors je réponds, quand on me demande pourquoi j'ai choisi ORL, sans connaître... D'abord, l'ORL, c'est un peu au-dessus des poumons, mais effectivement, on est en contact direct avec. Mais je dis en rigolant que c'est la spécialité qui a le plus d'orifices. Voilà, alors là, ça met les gens mal à l'aise. Non, pas forcément. Et voilà, il y a 5 orifices dans l'ORL, il y a 2 narines et 2 oreilles et la bouche. Ouais. Mais je dis ça en rigolant parce que c'est pas pour ça que j'ai choisi. Mais je l'ai choisi. Non, mais ça aurait pu. Mais ça aurait pu. Mais j'ai choisi parce que voilà, c'était une spécialité mixte, chirurgicale et médicale, que je voulais être chirurgien et que je voulais pas faire que ça et que dans mon côté un peu touche à tout, faire uniquement de la chirurgie, ça m'aurait gonflé. Donc j'ai choisi une spécialité. Puis jamais la tête et le cou. Et je voulais être neurochirurgien, mais la neurochirurgie et le cerveau, c'est difficile de l'exercer autrement qu'à l'hôpital. Très bien, très bonne réponse, docteur, je valide. Merci. Tu as été diagnostiqué TDAH et HP. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, par Jeanne Siofachin, que j'ai eu la chance de recevoir dans les conversations du Tigre. Et ça a été un peu un basculement dans ta vie. Alors, je vais me permettre de relire un petit passage sur le trouble neuropsychologique qu'est le TDAH. Le TDAH, pardon. TDAH. TDAH. Si oui, c'est ça, parce que depuis tout à l'heure... Si tu fais TDAH, ça fait téléachat. Mais je sais, c'est pour ça que ma langue fourche. Trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Très bien. Et toi, dans ton cas, c'était avec ou sans Le H, j'avais pas de doute. Ouais. C'est le TDAH. Le trouble non plus. C'est le DA qui me pose la question. Donc, tu dis que ce trouble, il faut le comprendre comme un symptôme plutôt que comme une maladie. C'est une différence, pas un handicap. Chez l'enfant, il se manifeste par un mélange d'agitation motrice, d'impulsivité, de distractabilité qui conduit à ce qu'il ne tienne pas en place. On le voit tous. On retrouve à des degrés divers certains de ces traits de caractère, l'impulsivité, la difficulté à écouter chez l'adulte qui se signale aussi par sa capacité à procrastiner, son besoin de fuir la routine ou des difficultés à gérer ses émotions. Moi, j'ai été un peu retournée, évidemment, quand j'ai lu ça. Tu as été en résistance quand tu as eu le diagnostic ou ça t'est apparu comme une évidence? Non, mais en fait, avant de passer les tests et qu'on me le confirme, je raconte dans le livre, mais j'ai un pote qui est pédopsychiatre et qui un jour m'appelle en me disant tiens Michel, j'ai écrit un bouquin sur les TDAH adultes, est-ce que tu accepterais de témoigner? Et j'éclate de rire, je lui dis mais de quoi tu me parles? Et à ce moment-là, c'est lui qui éclate de rire et qui me fait mais tu te fous de ma gueule quoi, c'est pas possible. Bien sûr que t'as TDAH, personne m'en avait jamais parlé, c'est tout juste si je savais ce que c'était. Et donc il m'a expliqué. Effectivement, je me suis pas mal reconnu. J'ai passé des tests qui ont confirmé que j'avais ces troubles de l'attention, de l'hyperactivité. Alors, ça a pas bouleversé ma vie parce que je l'ai appris il y a 4-5 ans et que ma vie est plutôt derrière que devant. Non, mais tu t'es pas calmé pour autant. T'as pas fait moins de choses. Non, mais ce qui est intéressant, et
il faut que les gens qui peut-être se reconnaîtront dans ce que je décris dans ce livre et qui voudraient passer les tests pour savoir. Ce qui est intéressant, c'est très franchement, le TDAH, ça bouleverse pas sa vie. Moi, ça m'a permis de répondre à des questions que je me posais sur pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'étais mauvais à l'école, pourquoi j'ai réussi. Je rate la 6e et la terminale. Je vais faire, on en a parlé, je vais en première année de médecine à la faculté de médecine de Necker, qui est la plus difficile en France. La plus difficile. Il y a tous les mecs qui viennent de maths sup, maths spé pour faire médecine. Et je n'ai aucune chance, statistiquement aucune chance de l'avoir. Et pourtant je passe, et non seulement je passe, mais du premier coup. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'ai compris un peu plus tard, avec mes diagnostics, c'est que on s'emmerde tellement quand on est TDAH, tout nous ennuie très vite. C'est pour ça qu'on est hyperactif et qu'on a plein de choses en même temps, que pour éviter de s'ennuyer, on a besoin de se donner un défi presque inatteignable. Et pourtant, rien n'est impossible. C'est pour ça que j'ai appelé ce bouquin comme ça. Et c'est ce fameux effet Everest qui fait que on a besoin. Alors ça, plus le fait que j'ai été diagnostiqué HP hétérogène dans certains domaines, tout ça fait que j'ai besoin de me donner des défis dingues pour pour pas m'ennuyer. Et donc pour moi, et je l'ai compris qu'aujourd'hui, pour moi, ce concours de médecine était tellement impossible à atteindre, improbable, que je me suis donné tous les moyens et j'ai réussi. Et alors, tu parles des stratégies comportementales qui facilitent la vie et qu'on peut mettre en place quand justement on ouvre finalement ce voile sur sa propre neuropersonnalité. Moi, j'ai mis forcément en place des stratégies, mais inconscientes. Ouais. C'est-à-dire que Mais là, maintenant, tu les produis consciemment ? Oui, je les produis, mais parce que je sais que j'ai appris au fil des années à mettre en place des stratégies pour mémoriser, par exemple. Mais ces stratégies, je les appliquais inconsciemment pendant toutes mes études de médecine, et puis je les applique aujourd'hui, même quand je joue dans un téléfilm, pour apprendre, pour mémoriser mes dialogues. Mais je l'ai fait avant même d'apprendre que j'étais TDAH, donc c'est spontané, et inconscient et spontané, sauf qu'aujourd'hui, je sais pourquoi je l'ai fait. Voilà, alors, il faut tous que vous achetiez ce livre et que vous le lisiez, c'est vraiment formidable et je ne vais pas tout vous dévoiler, mais j'ai eu envie de partager avec vous ce passage. Savoir que l'on est concerné non par plaisir égotique de lever quelques secrets sur soi-même, mais par souci de mieux se connaître, arme à l'aube d'une vie ou d'une séquence professionnelle, voire personnelle. Il n'est bien sûr pas question de tout voir ou prévoir à travers ce seul prisme, car l'âme humaine est complexe, conjugue mystère et irrationalité. Mais nous sommes tous perclus de croyances sur nous-mêmes, qui sont autant de freins psychologiques qui nous empêchent. Se croire trop ceci ou pas assez cela peut inhiber. Ignorer les raisons pour lesquelles on reproduit un comportement qui mène à l'échec, au conflit ou à l'insatisfaction ralentit. En recourant si besoin à cette radiographie de l'intelligence et du comportement, on s'ouvre au regard de l'autre, on se tolère dans l'apaisement. Il importe de le faire en toute humilité, sans arrogance. Je trouve ça très important, ce message, c'est que ce n'est pas un exercice égotique. Et tu sais, moi je dis toujours que la liberté, c'est de se connaître soi-même. Et je crois que vraiment, ça fait partie de ces étapes-là, d'essayer de comprendre pourquoi on crée ces freins ou toutes ces barrières psychologiques, ou pourquoi elles sont là. Et puis, je rajouterais que ça permet d'être tolérant avec soi-même. Parce que quand en plus on a, comme moi, le syndrome de l'imposteur qui va avec ce tableau de TDAH et d'HP, ce sentiment de ne pas mériter ce qu'on a réussi à faire. Et quand on a cette particularité cérébrale, et qu'on le sait, on accepte, on est tolérant avec soi-même, on est tolérant avec ses défauts, on est tolérant avec ce qu'on a raté dans la vie. Mais est-ce qu'au contraire, ça peut pas te challenger encore plus ? Tu te dis, puisque j'ai ces capacités-là, je dois aller finalement l'Everest. Est-ce que tu montes pas l'Everest un peu plus haut le une danger, fois que tu sais ça? Le danger de ces tests, c'est surtout de se cacher derrière ça. Voilà. Et c'est de se dire,
Oui, ça me donne des particularités de fonctionnement cérébral. Oui, ça me donne certains défauts. Oui, ça me donne certaines qualités ou certains avantages. Mais il faut surtout pas, une fois qu'on vous a dit ça, dire bon bah c'est aux autres de s'adapter finalement. Je suis comme ça parce que je suis comme ça. Hein, c'est dans mon cerveau. Je suis TDAH, je suis HP machin. C'est aux autres de s'adapter. Non, il faut pas se cacher derrière ça. Et moi, ça n'a rien changé sur. J'ai toujours envie de découvrir des choses. Je suis boulimique d'apprendre des choses dans la vie et je comprends pourquoi aujourd'hui, mais ça change pas ma façon d'être. Je l'ai toujours été comme ça. Aujourd'hui, je me dis parfois quand je me dis, enfin, je peux être fatigant quand même avec moi-même quand j'ai besoin d'apprendre quelque chose de nouveau, de me lancer dans un défi nouveau. Je ne lutte plus, puisque je sais pourquoi aujourd'hui je suis comme ça. Et puis, je me dis pas, mais arrête tes conneries, ça suffit, t'as assez de trucs à faire. Non, je me dis, je vais y aller au bout. Et puis, c'est comme ça que mon cerveau se nourrit, probablement. Alors, est-ce que cette idée de nourrir ta médecine, justement, de plus de tolérance vis-à-vis de toi-même, peut-être t'ouvre à plus de tolérance vis-à-vis des autres, et nourrit ce lien émotionnel et empathique? Tu parles à un moment presque d'une nouvelle forme de médecine émotionnelle. Est-ce qu'on va vers ça? Et est-ce que tu sens que toi, tu progresses vers ça? Et un peu moins sur le diagnostic et un peu plus sur les signaux faibles. C'est l'expérience de la médecine qui te fait aller vers ça. Et puis l'expérience de la vie aussi, le tout mélangé. Et puis moi j'ai de la chance d'avoir participé à des émissions qui m'ont ouvert l'esprit aussi. Tout ce que j'ai fait avec Adriana Carambeu sur les pouvoirs extraordinaires, on s'est ouvert sur les dernières émissions sur la méditation, sur le magnétisme, sur tout un tas de choses. Tout ça fait que moi, c'est très simple. Quand j'ai commencé médecine et que j'ai commencé à exercer, quand un patient venait me voir pour me dire que, pour parler de ce que je faisais avec lui, et puis il me disait, au fait, docteur, faut que je vous dise, je prends de l'homéopathie, puis je suis allé voir un acupuncteur, ça me rendait dingue. Mais vraiment dingue, presque agressif. Oui, pour moi, j'étais presque humilié parce que ça voulait dire que je n'apportais pas suffisamment à mon patient. Et puis au fil des ans, un peu comme tout le monde, je me suis ouvert. Je me suis dit déjà la première chose, si ça leur fait du bien, que ça leur fait plaisir, même s'il y a un effet placebo, et la science a montré aujourd'hui scientifiquement que l'effet placebo était quelque chose d'important, si ça les aide, mais de quel droit je les engueulerais, ou de quel droit je leur dirais vous ne faites pas ça? Moi, j'ai toujours encouragé mes patients, après, une fois que j'ai compris, j'ai toujours encouragé mes patients à faire ce qu'ils voulaient à partir du moment où ils n'avaient pas affaire à un charlatan qui leur disait d'arrêter tout le reste. La seule limite, elle était là. Et donc, je me suis ouvert j'écoutais mes patients qui me disaient, j'ai vu un tel, ça m'a fait du bien, j'ai fait de la méditation, et docteur, ça m'aide à supporter les traitements que vous me donnez. Mais c'est des trucs que moi... C'est intéressant que tu dises ça, parce que quand on a reçu Alain Toledano dans les Conversations du TIC, qui est donc médecin oncologue et fondateur de l'Institut Raphaël, il nous expliquait que dans les parcours de soins personnalisés, et évidemment il est cancéro, donc il traite avec de l'allopathique, il propose de plus en plus de l'acupuncture, enfin toutes ces thérapies parallèles, de la méditation, du yoga. Complémentaire. Et je trouve ça le mot est important. Complémentaire. Pendant longtemps, on a parlé de médecine parallèle. Deux parallèles, même pour ceux qui n'ont pas fait... Non, lui, il parlait de médecine intégrative. Intégrative et complémentaire. L'OMS maintenant parle de médecine complémentaire. Les parallèles, ça ne se touche pas. Même si on n'a pas fait maths sup, on le sait que deux parallèles ne se touchent jamais. Complémentaire, c'est qu'elles se rendent service l'une l'autre. Et c'est très important parce que ça a tout changé. La médecine complémentaire est donc bien un complément de ce que nous, médecins allopathes, pouvons proposer aux patients. Et tu penses que la médecine de demain va aller de plus en plus vers ça, vers ces médecines complémentaires, intégratives? Déjà, la médecine de demain va de plus en plus vers le corps entier et non pas le corps en morceaux. Ça, c'est déjà très important parce que on se rend compte finalement, et on peut prendre un seul exemple, mais regarde les découvertes récentes sur l'intestin, notre deuxième cerveau. C'est quand on s'aperçoit qu'un déséquilibre de la flore microbienne intestinale, ce qu'on appelle le microbiote aujourd'hui, peut être responsable de dépression, on se dit qu'il faudrait être complètement débile pour traiter des maladies mentales, de dépression ou autres, des maladies psy, sans tenir compte du reste de l'organisme. Et donc aujourd'hui, on est
même si on est hyper spécialiste dans un domaine, alors c'est ça le paradoxe en médecine, c'est que ça devient tellement compliqué aujourd'hui que souvent on s'hyper spécialise dans un organe, dans un domaine, mais il faut s'ouvrir la tête et en se disant oui, je me spécialise, je suis un grand psychiatre spécialiste de la dépression, mais il faut pas que j'oublie qu'il y a un intestin. Et toi, par exemple, en tant qu'ORL, tu as travaillé avec d'autres corps de médecine, justement, tu as évolué vers ça, justement, pour avoir des diagnostics plus globaux ou des... Alors non, parce qu'en ORL, c'est vraiment des choses... Pour l'instant, on m'a pas montré, par exemple, qu'une sinusite ou qu'un cancer du larynx... soigné par la méditation. Voilà, et était lié à autre chose que le tabagisme. Donc, voilà, c'est pas... Dans ma spécialité, on me l'a pas montré. Néanmoins, quand tu reçois un patient qui a un cancer, tu traites un être humain, tu traites pas un larynx. Et dans l'émission, t'en parlais dans l'émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, où tu expliques de nombreux phénomènes invisibles de façon scientifique et des effets justement de la méditation, de tout ça. Est-ce que tu as le sentiment que les Français sont de plus en plus en quête de cette voie d'exploration ? Je pense qu'ils sont de plus en plus en quête de tout ce qui va leur permettre de se zénifier. Tu sais, les Français, je pense, même les plus bornés, les plus cartésiens, attendent que la médecine, la science, les preuves leur disent voilà, vous pouvez y aller. La méditation, pendant longtemps, on s'est dit c'est bien chez le Dalai Lama, ça peut pour ceux qui ont mis les doigts dans la prise, quoi. Voilà, ou qui habitent sur le plateau du Larzac et qui tricotent leurs écharpes. Oui, ça a été ça pendant longtemps. Et puis à un moment, la science leur a dit il y a peut-être un truc au bout des chromosomes, les télomères, et on s'aperçoit que la méditation augmente rallonge la durée de vie, la longueur de ces extrémités des chromosomes, dont on sait que c'est synonyme d'espérance de vie, etc. Et à partir du moment où on a prouvé ça, les gens se sont dit mais la méditation, c'est plus un truc pour hippies, ça peut être intéressant. Il suffit. Alors, après, il y a une tendance à la nature, à tout ce que tu veux, et ça, c'est plutôt bien. Mais sinon, pour les plus sceptiques, à partir du moment où on leur dit, voilà, nous, on a montré que ça marchait, et moi, j'ai été le premier étonné. Le jour où j'ai lu le premier article sur les rapports entre les extrémités des chromosomes et la méditation, j'ai été scotché. Grâce à Mathieu Ricard, d'ailleurs, ouais, qui avait accepté de prêter son cerveau à la science. Ouais. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable. Comment la méditation peut entraîner des effets directs sur la longueur des chromosomes, c'est un truc qui me fascine. Et alors d'ailleurs, tu parles dans le livre, c'est très intéressant, sur les pouvoirs du corps et de l'esprit. Et tu parles de médecine prédictive et notamment aussi d'épigénétique. Et c'est un sujet dont on a souvent parlé sur ce podcast. Ça, c'est je pense que c'est vraiment... Voilà. Ouais, évidemment. Je préfère que ce soit toi qui le dise que moi, mais je pense que c'est la même chose. On peut le résumer et le simplifier. En gros, sur tous nos gènes, on va avoir, prenons 100% des gènes, on va avoir 30%, admettons, c'est un chiffre comme ça, mais 30% de nos gènes qui font ce que nous sommes. Voilà, on est grand, on est petit, on a les yeux bleus, on a les yeux marrons, on a les cheveux de cette couleur, etc. Et il y a 70% de nos gènes qui sont indispensables à la vie, mais qui, eux, ne sont pas déterminés forcément ad vitam aeternam à fournir ce qu'on leur demande de fournir. Et c'est notre hygiène de vie, nos comportements qui vont mettre ces gènes, ces 70%, sur on ou sur off. Et ça, c'est incroyable quand même. Ça veut dire que, on peut prendre un exemple très simple, on a un gène, et encore une fois, c'est de la schématisation, je suis pas en train de faire une conférence à la fac. Admettons qu'on ait le gène de prédisposition au cancer du poumon. Si on fume, ce gène de prédisposition va donner un cancer. Si on ne fume pas, il ne donnera pas de cancer. Donc, on a bien là un gène qui va se mettre sur on si vous fumez et sur off si vous ne fumez pas. Et la découverte assez récente, qui est aussi fabuleuse, alors je suis un peu obsédé par l'activité physique à cause de mon rôle d'ambassadeur pour les Jeux Olympiques, mais si vous faites de l'activité physique, on sait que c'est bon pour votre santé. Vous allez augmenter votre espérance de vie en bonne santé. Ça fait partie de mon combat pendant le Covid, parce qu'ils avaient fermé en premier, avant tout le reste, les salles de sport, dont les salles de yoga, alors que les Français n'avaient jamais eu autant besoin de nous pour les aider dans la prévention physique et mentale. Exactement. Et donc, si
on fait de l'activité physique, on met le gène de protection de tout un tas de maladies sur on, qui va nous protéger et augmenter l'espérance de vie en mode santé. Si on fait des enfants, on leur transmet le gène sur on. Donc tout ce qu'on a fait de bien, nos enfants vont en profiter à condition qu'ils continuent l'activité physique. Mais si vous les transmettez sur off, il va falloir qu'ils fassent un effort supplémentaire pour que leur activité physique fasse switcher le... Et quand tu parles d'hygiène de vie, il y a aussi l'alimentation, mais il y a aussi tout ce qui est stress oxydatif, psychologie positive. Tout ça participe de l'épigénétique. Tout ce qui est... La résistance au stress. Tout ce qui emmène vers le bien-être. Quel que soit... alors, on n'a pas tous envie de faire du yoga, on n'a pas tous envie de faire de la méditation. Non, mais toi, tu vas avoir envie, là, je sais. mais moi, je vais dire, j'ai découvert... C'est un peu simplet, basique, mais avec Christophe André, j'avais lu un de ses premiers bouquins, et dedans, il décrivait, il disait, si vous voulez commencer un peu de méditation, essayez de fermer les yeux, de vous mettre dans un coin pas trop bruyant, et puis de détailler chacun des bruits qui fait le brouhaha ambiant dans lequel vous êtes. C'est pas forcément un brouhaha violent, mais on est entouré de bruit. Et j'ai fait ça, mais c'était une révélation. C'est-à-dire que 2 minutes, je sais pas faire, parce qu'un TDAH, je peux pas rester non plus 2 heures, mais j'ai fait 2 minutes, et de temps en temps, quand je suis vraiment stressé, que je suis speed, ou que je commence à avoir ma tête, céphalée de tension, des trucs comme ça, je me pose, je m'assois, où que ce soit, et je détaille les bruits que j'entends. Ça peut être une voix de femme, une voiture au loin, un chien. Du plus loin au plus proche. Ouais. Non, même pas. Je décortique, je détaille chacun des bruits qui m'environnent et que je ne percevais pas. Ça me détend, mais c'est un truc de fou, quoi. Donc je commence à méditer. Ouais. Ah oui, mais tu fais plus que commencer. La médecine prédictive dont tu parles, est-ce que c'est ça la voie de demain ? Tu dis à un moment, à propos de la médecine prédictive, qu'une révolution est en marche qui annonce la démultiplication de nos connaissances grâce à des instruments sophistiqués. Mais gardons-nous dans notre grande sagesse d'oublier nos fondamentaux et ne cessons jamais de privilégier l'humain, quand bien même il fonctionnerait à la croyance. Un magnétiseur, par exemple, a beaucoup à nous apprendre sur nos capacités. Les médecines complémentaires méritent plus que jamais notre attention, l'hypnose aussi. Je crois que... il faut... Parce que tu as exploré toutes ces expériences un peu fascinantes. Oui, avec... ce que tu appelles la terra incognita. Voilà, avec les missions. Mais je crois qu'il faut bien comprendre aujourd'hui que la médecine de demain, ça va passer par le dépistage précoce, très précoce. C'est pour ça que j'ai parlé de mon cancer dans le bouquin, c'est pour dire aux gens, mais c'est un truc de fou de pas profiter de ce que la médecine nous apporte aujourd'hui, et demain, après-demain, dans 10 ans, dans 50 ans, j'en sais rien, on vous donnera ce sera plus les clés USB, mais enfin bon, sur un CD-ROM, sur une cassette. On vous dira, voilà, vous avez tel gène de prédisposition, vous avez telle ou telle prédisposition à faire telle ou telle maladie. À vous. Alors c'est flippant, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de le faire. Mais ce ne sera pas obligatoire, sauf si les assurances s'y mettent. Mais après, il y aura... si par exemple on me dit vous avez une prédisposition à faire un diabète de type 2, si vous ne faites pas un peu attention à votre équilibre alimentaire, je vais faire gaffe. J'ai pas envie de perdre la vue parce que j'ai un diabète. Donc, je ferai un peu attention. Après, si on vous dit, vous êtes sûr de faire un Alzheimer à tel âge, ce qui sera pas le cas, mais on pourra pas vous dire ça comme ça. Mais là, ça fait flipper. Il faut essayer de voir quel est l'intérêt de cette médecine prédictive. Ce qui serait intéressant, c'est que c'est Christophe André, justement, qui en parle dans un de ses livres. C'est le phénomène de l'acrasie. C'est de savoir ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire, et pour autant de continuer à faire. On sait tous qu'il ne faut pas fumer, mais on continue à le faire. Tu vois, il donne plusieurs exemples et en disant, ce phénomène psychique de l'acrasie, on en est tous victimes sans le savoir. C'est Woody Allen qui disait, ce qui est terrible, c'est que pour vivre centenaire, il faudrait se priver de toutes les choses qui nous donnent envie d'être centenaire. Voilà. C'est tellement juste. Est-ce que tu as le sentiment que la confiance des Français en la médecine a été abîmée par tous les débats du Covid, justement, tous les multiples conflits de points de vue? Alors toi, en plus, tu as été un peu impacté suite à l'histoire de la grippette, on ne va pas y revenir. Mais
Covid ou hors Covid, est-ce que tu as le sentiment qu'il y a une forme de désillusion ou de scepticisme par rapport à la médecine traditionnelle, au profit justement de... Non, c'est pas la médecine traditionnelle au profit de. J'en profite. Ce passage du Covid a abîmé un peu cette confiance. Oui, mais j'en profite pour dire que cette histoire de grippette, je n'ai jamais dit que c'était une grippette quand même. Je sais, j'ai tout écouté. C'est un truc de fou. Mais enfin, c'est pas grave. Le scepticisme, il est venu. Il a touché des gens qui étaient sensibles, déjà des gens qui étaient pas trop pro-vaccin, qui se méfiaient un peu, qui avaient une tendance un peu ésotérique. Et puis, ça a rattrapé ceux à qui on a fait douter de la possibilité pour la médecine de mettre au point un vaccin avec une nouvelle méthode, etc., et aussi vite. La faute à 2 types de personnes. Les médias. Je sais qu'on casse souvent les médecins, les médias, on dit ouais, machin. Là, ils ont pour certains fait un boulot catastrophique en termes d'information. Et la deuxième raison, c'est ces médecins qui étaient devenus dingues et qui racontaient n'importe quoi et qui pensaient avoir trouvé le traitement du Covid. On ne citera personne, mais... Il n'y a pas que lui. Il y en a d'autres. Il y a les médecins généralistes dans leur coin, enfin des gens complètement fous. Et comme les médias voulaient faire du spectaculaire, ils ont invité ces gens-là. Et à force de leur donner la parole, quand il y a des gens qui commencent à douter un petit peu, qui se posent des questions, etc., qui voient que des gens vaccinés finissent quand même par tomber malades parce que le système immunitaire a échappé, voilà. Et ça a été une très mauvaise période pour la médecine. Je crois qu'il faut maintenant en tirer des leçons. Ne plus, et je le dis dans le livre, je le redis dans les interviews aujourd'hui, ne plus laisser les médecins qui disent n'importe quoi s'exprimer. On n'est pas dans une dictature, on est dans une république, il y a la liberté d'expression. Mais quand un médecin s'exprime contre toute vérité scientifique, ça met en danger la santé publique. Ouais, mais le problème, c'est que est-ce que les journalistes sont aptes à déterminer, c'est pas les journalistes qui doivent être aptes. À mettre le curseur du vrai et du faux. D'abord, les journalistes doivent avoir une certaine conscience, mais c'est surtout le Conseil de l'ordre des médecins. C'est-à-dire que si je pense, je l'ai dit aujourd'hui, j'ai dit encore dans une interview dans une revue spécialisée médicale, les médecins, le Conseil de l'ordre des médecins doit faire sa révolution, mettre en place une veille médiatique, et dès qu'un médecin s'exprime contre l'ensemble de la vérité scientifique, il doit être convoqué le lendemain et non pas un an après. On a un code de déontologie en médecine. On ne peut pas, c'est écrit noir sur blanc, on n'a pas le droit de faire la promotion d'un traitement qui n'a pas fait la preuve de son efficacité, preuve scientifique. Tous ces mecs qui se sont exprimés ont violé le code de déontologie. Et donc, rien que pour ça, ils doivent être convoqués le lendemain. On leur explique, monsieur, premier avertissement, deuxième avertissement, un blâme, troisième avertissement, interdiction de l'exercice. Encore une fois, je sais qu'on va me traiter de dictateur, mais ils ont fait un tel mal à la santé publique, un tel mal à la médecine, qu'on ne peut pas attendre parce que ce sont les statuts du Conseil de l'ordre, que ces types-là soient dans 6 mois ou 1 an convoqués par le départemental, puis le régional, puis le national. Est-ce que quand tu es médecin et que tu traverses tout ça, on sent qu'il y a eu quand même beaucoup de souffrance, justement, alors pour ça, mais surtout parce qu'il y a eu une confrontation à la maladie et la mort de façon très massive. Toi, tu as également témoigné, c'est vraiment merveilleux la façon dont tu le fais, parce qu'il y a beaucoup de pudeur de ton combat gagné contre le cancer. Est-ce que vous, en tant que médecin, la religion, la foi, les croyances spirituelles vous aident à supporter tout ça ? À supporter ce qu'on peut qualifier d'insupportable, parce que surtout quand soudainement tu es face à une vague massive d'épidémies, de décès. Il y a autant de médecins que d'êtres humains. Moi, je peux te dire comment moi... Alors d'abord, juste rectifier, j'ai pas mené un combat contre le cancer, puisque j'ai eu la chance d'en avoir un bon, parce qu'on peut parler de mon cancer, et j'ai été opéré, et c'était passé. J'ai dû mener un combat pour rester debout. Oui, un combat psychologique parce que j'ai subi ce que subissent tous les gens à qui on annonce un cancer. Mais je n'ai pas eu de combat médical. J'ai pas eu de chimio, j'ai pas eu de radio. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance. Voilà. Après,
Après, le problème c'était quoi ta question déjà? Est-ce que la foi, la religion, les croyances spirituelles, est-ce que ça a une place? Tu vois, TDAH, je suis en train de parler. Tu répondais déjà à une autre question, toi. J'étais déjà ce soir à mon dîner. Non, est-ce que la croyance... Est-ce que ça vous aide? Est-ce que tu sens dans l'univers des médecins, ou toi en particulier, est-ce que vous avez besoin de ces piliers-là, plus que d'autres, parce que vous êtes confrontés plus que d'autres? J'entends qu'il y en a autant d'êtres humains, mais vous êtes quand même plus que d'autres confrontés à la mort, ou à l'annonce de la mort, ou à la douleur. Je suis pas croyant. Moi, j'ai acquis. Je pense qu'un médecin va acquérir, va se blinder un peu, et encore, au fil des expériences. Quand tu as 25 ans, que tu es étudiant en médecine interne et que tu es confronté à ton premier cadavre et à ta première mort. Moi, je faisais du SMUR sur l'autoroute à Chartres, machin, et où j'en ai ramassé. À force d'en voir, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. À force de voir des morts, à force de faire des autopsies, à force de voir des drames, on ne se blinde pas. C'est-à-dire qu'on est toujours très sensible. Il y a toujours des moments qui m'ont bouleversé, bien évidemment. Mais on prend du recul par rapport à tout ça parce que c'est une façon de se sauver aussi. On peut pas être... On a le droit d'être dans l'empathie, mais on peut pas souffrir psychologiquement et moralement à chaque fois qu'on annonce un cancer, parce que c'est pas possible. Nous faut du recul pour traiter. Mais est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de médecins manquent cruellement d'empathie? Oui, je crois que c'est justement parce qu'ils se blindent trop. Moi, je l'ai vécu. Non, mais c'est pas qu'ils se blindent. Alors, chaque médecin a un rapport personnel avec la mort, et je pense qu'effectivement, il y a des médecins qui ne sont pas empathiques ou qui ne savent pas parler aux patients parce que la mort leur fait peur à eux, et que ça les renvoie à des choses qui sont profondes et qui font qu'ils sont obligés de prendre de la distance, et que cette distance les oblige, d'après eux, à être froids. Mais c'est stupide. C'est stupide parce quand on soigne un patient ou qu'on lui annonce quelque chose, on ne doit pas penser à soi. On doit penser d'abord au patient et à savoir comment nous, médecins, on aimerait qu'on nous annonce les choses si on était à la place du patient. Est-ce que toi, quand on t'a annoncé ton cancer, ça a été bien annoncé? Il y a eu l'empathie que t'attendais? Oui, il y a eu... c'était compliqué pour les deux médecins qui me l'ont annoncé, parce que si tu veux, je descends faire un scanner pour voir si j'ai pas un petit problème à une côte, et puis suite à un accident de ski, et puis je me retrouve avec mon pote qui m'avait fait l'ordonnance, qui n'avait rien à faire dans le cabinet du radiologue, dans le bureau du radiologue au moment où je sors du truc, et puis le radiologue, ils étaient tous les deux défaits. Et avant même qu'ils m'annoncent quelque chose, je me dis, il y a un problème là. Donc là, on était dans un cas un peu particulier où les deux ont vécu mon diagnostic émotionnellement de façon très forte, parce que tous les deux s'attendaient pas à ça, et qu'il y en a un qui était un de mes bons amis, et l'autre ils étaient défaits, quoi. Je suis arrivé, je me suis dit merde, avant même qu'il parle. Alors, je vais te poser une question beaucoup plus légère, si tu m'autorises. Tu as parlé plusieurs fois d'amour, et tu dis que l'amour s'explique scientifiquement, et que 9/10 des facteurs d'attirance sont inconscients et souvent liés aux hormones. Ouais. Alors je sais que ça choque un peu parce qu'il y a toujours ce romantisme. Non, mais ça n'exclut pas le romantisme. Ça n'exclut pas le romantisme. Moi, je pense absolument. Mais ça fait un peu. T'as lu Les Fourmis de Bernard Werber? Ouais. Tu vois, il y a un peu ce truc de phéromones. Voilà. Mais alors les phéromones chez l'homme, on se pose la question de savoir si ça existe vraiment. Mais je pense que on a tous vécu des moments troublants où on rencontre quelqu'un qu'on connaît pas ou qu'on croise dans la rue, etc. Et on a une sorte de bouffée de quelque chose d'indescriptible. Parce que je crois que c'est à un moment donné, on a tous nos récepteurs qui doivent être sur justement. On. Il y a un truc qui se passe, un parfum, un visage, je ne sais pas quoi. Je pense qu'effectivement, c'est chimique et hormonal, et que c'est peut-être les phéromones, j'en sais rien, mais il y a un truc qui c'est ta prochaine exploration. Non, la prochaine, ce sera plutôt l'épigénétique. Mais non, mais c'est.
En plus, bon, j'ai fait des émissions où on expliquait ça. Alors, il faut pas tout ramener aux hormones et tout. On n'est pas des êtres que chimiques, mais voilà. Moi, je suis persuadé qu'il se passe des trucs. C'est drôle parce que j'ai reçu dans les conversations du TIC Florence Escaravage, qui est la spécialiste de l'amour et qui a créé une méthode qui s'appelle Love Intelligence. Et elle nous a expliqué, alors je t'invite à l'écouter parce que c'est passionnant justement comment peuvent fonctionner, quelles sont les clés de l'amour sur une longue durée. Donc c'est assez joli. J'écouterai, ouais. J'ai envie de lire une phrase de toi, puisque je bascule du côté de l'optimisme. Tu dis « Se connaître invite à l'optimisme, ce médicament naturel, et oriente vers l'avenir cet Eldorado des possibles. » J'ai adoré cette phrase, je l'ai entourée 3 fois d'ailleurs, je montre. Et c'est vrai que dans ton livre, tu parles d'enfants, de cuisine, de football, d'amour, de sens de la fête. On te sent quand même très épicurien dans ce vraiment très beau témoignage de vie qu'est ton livre. Est-ce que c'est ta nature profonde ou c'est une façon de donner un sens à l'existence ? C'était d'abord ma nature profonde et je peux te dire qu'après le cancer, ça l'est encore plus. Parce que je me dis, écoute, voilà, je me parle à moi-même, pardon, mais je me dis, bon, éclate-toi là, parce que c'est pas comme si c'était durable, mais quand même un peu. Et je me dis, t'as la chance d'avoir un diagnostic fait dans les conditions incroyables et d'être guéri. Vas-y, éclate-toi maintenant. Et je n'ai plus que le mot plaisir. Et l'optimisme, tu sais, c'est le philosophe Alain qui disait que le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté. Et je crois que voilà, et je crois que je vis pas dans le monde des bisounours, je suis pas hors sol, mais je crois que voilà, moi je suis très privilégié. Je le sais, privilégié dans la vie, privilégié dans mon travail, etc. Mais je pense que voilà, il faut se tourner en essayant d'être optimiste et en essayant de se dire bon, il y a quand même des choses dans la vie, même s'il y a plein de choses qui vont pas, il y a quand même des choses sur lesquelles on peut s'accrocher. Et puis là, c'est Voltaire qui disait j'ai décidé d'être heureux parce que je sais que c'est bon pour la santé. Et donc voilà, ça c'est. C'est une très bonne phrase de Dr Good, ça. Ouais. C'est drôle parce que je demande toujours à tous mes invités à la fin de l'émission quels seraient leurs conseils, puisqu'on a traversé toute cette période de crise, où on a finalement perdu tous nos repères un peu spatio-temporels. On ne sait plus où, quoi, quand, où on pouvait aller. Puis alors, avant, on ne pouvait plus sortir. Maintenant, on n'a plus d'essence. Enfin, voilà, il y a toujours une nouvelle surprise qui fait... Et le cerveau n'est pas conditionné pour supporter de tels niveaux d'incertitude. Et donc, on sent vraiment qu'il y a ce désaxement des Français. Et je demande toujours un conseil à chacun de mes invités face à cette désorientation cérébrale. Il faut retrouver, moi je l'ai vécu aussi, cette désorientation, on perd nos repères, on ne sait plus où on va. Et puis je trouve qu'avec cette ambiance internationale, ces guerres, etc., je trouve qu'il y a on flippe beaucoup, quoi. On stresse beaucoup en se demandant ce que va être l'avenir pour nous et pour nos gosses. Voilà, moi je crois qu'il faut... moi, en tout cas, ce que je fais, moi, c'est que... D'abord, je regarde toujours devant. Voilà. C'est un principe que j'essaye d'inculquer à mes enfants. En se retournant, c'est l'expérience, c'est parfois la résilience. On sait qu'on a fait des conneries, on sait qu'on a dit des bêtises, qu'on a parfois été maladroit. Mais c'est pas en se retournant qu'on conduit une bagnole. Et que c'est en regardant devant. Et moi, je regarde toujours devant. Toujours. Derrière, il y a des choses qui sont bien, qui sont pas bien, que je regrette d'avoir pu faire, mais je regarde toujours devant. Et puis le moment présent. Voilà. La voiture, c'est un bon exemple. Je suis en train de conduire, il faut qu'on se concentre sur le présent. Et en même temps, vous regardez devant pour regarder où vous allez. Ben voilà, c'est ça la vie. Ça doit être comme ça. Il faut bien profiter du moment présent parce que si vous n'avez pas conscience que vous êtes en train de conduire, vous allez avoir un accident. Il faut bien regarder devant parce que c'est pareil. Si vous regardez pas bien devant, vous allez avoir un accident aussi. Et alors toi, tu vois quoi quand tu regardes devant ? Que du bonheur et j'aimerais que ça dure le plus longtemps possible. Je pense que je suis passé par la case joker et que maintenant je suis heureux. Je me force pas à être heureux.
je vais pas bosser jusqu'à 80 ans parce que j'ai envie de profiter de ce que j'ai semé et de le récolter maintenant, mais je suis un vrai éternel optimiste, messieurs. C'est presque... Je suis presque naïf dans mon optimisme, tellement je pense qu'il y a encore des choses merveilleuses à vivre. C'est merveilleux, c'est un vrai cadeau. Merci infiniment. Merci à toi. Ce livre est un petit bijou, je vous le recommande. Rien n'est impossible, mon histoire pourrait être la vôtre aux éditions Stock. Et si vous voulez vous remplir d'optimisme, justement, de bonne humeur et des bonnes clés pour allumer votre voiture et regarder devant, commencez par lire ce livre et bien sûr, écoutez et réécoutez cette conversation du tigre. Et n'hésitez pas, on m'a dit qu'il fallait que je le rappelle, à mettre des petites étoiles, à liker, partager, etc. Michel, merci infiniment. Merci à toi pour ce et partage. merci à vous. Et donc, prochaine étape, c'est le yoga. T'es prêt? Voilà, alors je vais m'assouplir un peu les genoux et puis j'arrive. À bientôt. Merci à tous et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine conversation du tigre.